Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Funeste Fred qui doit être le 2.25 je crois et pardon peut-être la luminosité de fin du jour. Mais voilà, et pas d'inquiétude, tout va bien, n'ayons plus dormi depuis 48 heures, ça arrive, hein. Pas d'inquiétude, je vous dis. Si on ne s'y met pas maintenant aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Alors, notre texte d'ouverture, je vous donne les références du bouquin en description, comme d'habitude, avec les références de tous les autres bouquins dont il sera question aujourd'hui, et il y en aura quelques-uns de la littérature, de l'histoire aussi. Dans ce numéro, le nom de l'auteur, l'autrice, c'est comme vous préférez. Elle aurait eu 100 ans cette année-ci, en 2024. Elle nous a quittés il y a 20 ans, tout juste, en 2004. Donc je vous donne tout ça, les références du bouquin et le nom de l'auteur ou l'autrice. Dans le courant de ce funeste, Grace Cleave, comme je vous l'ai dit, était écrivain. Quoique les propriétaires, angoissés par l'état de leurs finances, eussent préféré qu'elle se déclare journaliste, étudiante suivant des cours particuliers ou engagée dans une profession, c'étaient toujours ceux qui se disaient écrivains, apprit-elle, qui se retrouvaient à la barre des accusés pour ne pas avoir payé leur loyer, leur billet de train, leur ardoise dans les cafés qu'ils fréquentaient inconsidérément. D'une voix ironique, le substitut du procureur déclarait: il s'affirme écrivain, monsieur le juge. Écrivain, vraiment? Je croyais que les écrivains étaient très bien payés de nos jours. Télévision, films, etc. Pourquoi ne pas vous reprendre, jeune homme, et essayer de travailler pour la télévision? Écrivez des choses qui plaisent au public. Ne fréquentez pas ces marginaux qui défendent la paix et la poésie. Trouvez-vous un emploi lucratif, ça m'évitera de vous revoir dans ce box mois après mois pour avoir escroqué agences immobilières, restaurants et British Railways. Ces délits peuvent mener à pire, et dire que votre père était un fonctionnaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va se pencher un petit peu. Oui, quelqu'un m'y a fait songer. Je n'entends pas m'exprimer, oui, au nom, vous savez, nous n'avons pas de sponsor, pas plus que de service de presse. Oui, nous ne disposons d'aucun service de presse, pas de sponsor non plus, d'un libraire ou d'une autre entreprise. Je n'entends pas m'exprimer au nom d'un libraire particulier. Hein, je n'entends pas non plus m'exprimer au nom de la profession, mais cette série de remarques, dans l'hypothèse où, libraire ou pas, vous n'auriez pas à entendre ceci, eh bien, dans cette hypothèse-là, déjà, tant mieux, mais sait-on jamais? Et si surtout ça peut vous éviter, je dis bien si ça peut vous éviter de perdre bêtement votre temps, votre énergie, et pas seulement votre temps et votre énergie. Au sujet de quoi? Eh bien, au sujet de l'auto-édition. Il faut bien se dire que si vous avez déjà tenté le coup, lorsqu'ils vous font part, comme ça m'est arrivé à moi dans un passé récent, je n'avais pas proposé de bouquin, mais ils m'avaient transmis leur exaspération à ce sujet. Il faut essayer de les comprendre déjà dans un premier temps. Je pense qu'ils peuvent avoir leurs raisons, et partant de bonnes raisons lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Oui, lorsqu'ils refusent de prendre votre bouquin ou ne serait-ce que votre manuscrit, si ça revêt dans un premier temps la forme d'un volume imprimé, que vous avez fait relier. Et déjà ça, hein, c'est pas à donner. Je suis passé par là, entre autres, à une époque. Je n'ai jamais sollicité personnellement, je dois dire, un libraire, et je n'ai jamais non plus visé ce qu'on voit comme le processus de l'auto-édition.
Mais ça peut arriver aussi que certains présentent, comme ça, sous cette forme directement au libraire, des volumes imprimés qu'ils ne viennent jamais réclamer par la suite, sauf dans certains cas où là, peut-être, vous allez vous pointer, n'ayant pas trop envie que la chose en vienne à se perdre dans la nature, hein, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Je pense qu'il faut essayer de se mettre à leur place. Ils peuvent avoir des raisons. Et quand je dis ben, des raisons de place, d'espace, entendez, si nous avons affaire à des commerçants disposant de surfaces plus modestes, ça me paraît légitime. Déjà ça, une question d'espace. Comme ça peut être de certaines habitudes d'organisation, dans un contexte surtout. Dites-vous bien, rappelez-vous, au besoin toujours. Dans un contexte global où on disait ça en 2016, ça m'étonnerait que la situation, oui, ça m'étonnerait que les choses se soient nettement améliorées depuis. Vous connaissez peut-être l'équation, je vous en ai déjà parlé. L'équation des 3 sur 4 entendez, sur 4 volumes imprimés, mis sur le marché dans le monde, il y en a 3 sur les 4 qui resteront invendus. Déjà ça, cette équation, et si on remonte à 1900, ça devait être en 1999, l'année où j'avais envisagé de réintégrer pour un temps l'enseignement en tant que prof, formateur en français. Et mais ça, je vous en ai déjà parlé, on y reviendra, hein. J'ai toujours quelques bonnes anecdotes. Oui, plutôt les bonnes que les mauvaises, en réserve, comme de bonnes bouteilles de vin. Ça fait partie de, je l'espère, de nos bonnes cuvées. Mais ça devait dater de cette fin extrême d'un siècle. Ce rapport, estimant que 40% de la population des sociétés des nations les plus industrialisées alors, en 1999, il y a un quart de siècle, se déclaraient inaptes à lire un texte partant un bouquin plus loin de plus de 5 lignes. Comprenez de lire un bouquin plus loin que on va dire sa première strophe. Voilà pour ce qui est du contexte global. Alors essayez, hein, songez-y ou n'y songez pas pour ce qui est d'essayer de se mettre à la place du libraire. Et il y a des choses très bien. Je vous en ai déjà présenté qui ont déjà été proposées par ce canal de l'auto-édition, mais ce n'est pas parce que, dites-vous bien au besoin, que ce n'est pas au besoin encore et encore, et que ce n'est pas parce que ça se fait par ce canal que ce sera bien, que ce sera génial, hein. C'est de plus en plus répandu et il y en a qui s'y croient lorsqu'ils vont trouver le libraire la première fois, dans leur première prise de contact, à un moment dans la conversation. Il est déjà question du temps où ils seront, du temps où ils se voient traduits, hein, dans je ne sais pas combien de langues, 18 au moins. Oui, dans l'un des livres qui vont apparaître à l'écran dans ce numéro a été traduit dans 18 langues, hein. Mais pour ce qui est de se produire de manière systématique, alors là, j'ai relevé 3 points, ce que j'appelle un retour sur soi. Si si ça peut vous rendre service, hein, si une dernière fois, si vous estimez que vous n'avez pas à entendre ce genre de choses, et moins encore dans la bouche de votre serviteur, mais ce que j'appelle un retour sur soi, déjà, je parlais de se mettre déjà à la place, d'essayer de s'identifier, de se mettre à la place du libraire. Alors ici, peut-être essayer de s'informer de ce que c'est qu'un livre, de ce que c'est... ne le prenez pas mal, hein, au besoin, de ce que c'est qu'un livre, de ce que c'est d'écrire, de ce qui a déjà été produit.
au fil des dernières décades écoulées et en s'efforçant encore mieux de remonter plus loin et même beaucoup plus loin en arrière, hein, de s'informer par rapport à ce qui a déjà été fait pour ne pas, comme je le dis souvent, passer du temps ou, le cas échéant, pire, hein. Oui, c'est déjà arrivé, une existence à redécouvrir la Lune, hein, et c'est une véritable, ça peut s'avérer, oui, quand on le réalise, si, quand on le réalise, une véritable tragédie. Mais je ne veux pas vous faire peur non plus. Alors, ce qui a déjà été fait, hmm, en matière de littérature, de ce qui a été désigné comme ça, des divers courants de la poésie, et pas seulement de la poésie, de ce que c'est qu'une vie consacrée, de ce que c'est qu'écrire, de ce que c'est qu'une vie consacrée à l'écriture, ce que c'est que gagner sa vie par l'écriture, gagner sa vie par un certain registre de livres, de production littéraire, de la différence à envisager avec ce qu'est avoir parmi ces activités, avoir pour activité, entre autres, des productions écrites rémunérées, mais entre autres, hein, s'envisager déjà si ça peut vous rendre service sur ces différents plans, ces différentes perspectives, mmh, dans ces 3 points que j'ai relevés. La première chose, à relever, c'est ce que vous voulez. Mmh, si vous souhaitez, si vous rêvez de vous lancer dans l'auto-édition et de ce que ça pu, le cas échéant encore, vous ouvrir d'autres portes comme oui, ça arrive, hein, ça arrive. Ce que vous voulez, ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du commerce, de l'art, une espèce de mix entre les 2, ou alors nous sommes puisque tant qu'à faire, puisque nous sommes dans une société où on est toujours plus coincé pour ce qui est de certains sujets, mais toujours plus décomplexé pour d'autres. Là, allons-y carrément. La frime, ben oui, il ne faudra pas. Il faut décomplexer, il ne faut pas avoir peur de le dire si c'est ça, si c'est pour la frime, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et surtout, le troisième point, un peu d'humilité. Oui, une perspective d'humilité. Je parlais de s'informer, là, se rappeler que ce brave Marcel Proust ne dépassa jamais de son vivant euh, les 2000 exemplaires. Et oui, aucun volume édité de son vivant de la recherche du temps perdu n'a dépassé, je pense, les 2000 exemplaires du vivant de Marcel, hein. Et je pourrais citer d'autres, oui, là, parmi quelques-unes des plus grandes plumes françaises, d'expression française du siècle dernier, dont le lectorat se situait, n'a jamais dépassé quelque chose entre 2 et 3 000 lecteurs. Drieux-La Rochelle disait ne jamais dépasser, avoir toujours ses 6 000 exemplaires écoulés. Voilà, et que ça lui allait pour lui. C'est ce qu'il disait, il fallait croire, hein, et on le croira, hein. Mais voyez, hein, oui, un petit peu d'humilité tout de même, en se rappelant, ne serait-ce qu'en songeant à Marcel, puisque oui, nous avons manifestement choisi de nous arrêter pour lui, et, et vous me direz, dans le droit fil de cette perspective, que, et c'est vrai, à partir d'une époque, ce qui n'a pu qu'encourager, partant l'auto-édition, hmm, cette volonté d'auto-édition toujours plus forte, dans une époque, nous l'avons déjà dit, ou alors même qu'on a tout fait pour ruiner le crédit des livres, de l'expression écrite. D'un autre côté, on a tout fait, ce canal écrit, pour le réintroduire via le numérique. C'est très, très, très bizarre, hein. Oui, dans le domaine
oui, il y a une réification dans le domaine de la communication, hein, la communication la plus rigide, mais c'est un canal écrit et ça me fait toujours une impression bizarre dans une société où ces dernières décades auront vu le plus grand discrédit jamais jeté sur le domaine de l'expression écrite et je suis triste de devoir le dire. Et voilà, ça ne fera pas plaisir à tout le monde mais au sein oui, au sein même des professions chargées d'assurer sa transmission, hein, mais je ne veux pas faire de généralisation. L'époque où on aura pour sûr le plus observer la chose. Alors oui, ben, la question de l'humilité, vous me direz, à partir d'une époque, on a recommandé aux gens d'écrire leur histoire, leur vie, de se mettre et on a vu de la sorte se multiplier, les ces envies irréfrénables de pondre du texte. On va laisser de côté, si vous le voulez bien, ce qu'on appelle en anglais le storytelling, hein, ce qui est censé, oui, c'est censé donner la translation à l'écrit la plus stricte d'un rendu oral pour ce qui est de rapporter le récit d'une vie, d'une expérience, d'une expédition, d'une aventure, d'une carrière. Storytelling. On consentira à ranger ça dans le domaine documentaire du documentaire. On va consentir pour ça, hein, il ne faudra pas parler de littérature. Je suis navré, mais il ne faudra pas parler de littérature et pas davantage de poésie. Même, ça restera de la thérapie. Oui, ça restera navré une fois de plus, ça restera du thérapeutique, du documentaire scientifique, y compris dans l'hypothèse, et là, tant mieux, hein, si dans cette hypothèse-là, oui, le cas échéant, je dis documentaire scientifique, de préférence amené à introduire des découvertes qui pourraient être, le cas échéant, jugées de la plus haute importance dans le domaine des sciences. Pour l'humanité, ça peut arriver, mais ce ne sera pas nécessairement, ce ne sera pas du tout à classer en littérature et en poésie. Vous resterez dans le... Oui, il faut bien vous le dire, hein, si ça peut poser problème pour vous à ce moment-là, prenez bien note, hein. Ça restera dans le domaine thérapeutique. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, au niveau de ces 3 points. Et pour aller plus vite et pour aller droit au but, la phrase de Chloé Delhomme, c'est pas la première fois non plus que vous l'entendez dans ma bouche, hein. Pour ceux, c'est très, très dur, les 3 points que je viens de vous soumettre, où c'est vraiment très dur et sait-on jamais, où il serait en mesure de la déchiffrer. Il ne faut pas avoir un doctorat en lettres que votre serviteur n'a pas, hein, pour comprendre la phrase de Chloé Delhomme. Une douleur en soi ne chante pas. Une douleur en soi ne chante pas. Je pense que tout est dit. Ce n'est pas parce que votre vie a été jalonnée d'expériences douloureuses. Il faut du style. Je ne sais pas s'il faut soumettre ici ce que disait un ami, un de mes concitoyens artistes peintres, au sujet de l'art qui, à partir d'une époque, serait devenu de plus en plus une transgression dont nous aurions
pas une transgression, pardonnez-moi, une transcendance. Pardonnez-moi, une transcendance dont nous aurions oublié le prix. Je ne sais pas s'il faut vous soumettre à ce passage de notre vidéo la remarque de mon ami artiste qui peut s'appliquer également au domaine des lettres. Comprenez, vous avez compris, au domaine du style. Au besoin, une dernière fois, je vais vous lire ce paragraphe encore de notre auteur du texte d'ouverture, Janet Frame, qui a été traduite de l'anglais Nouvelle-Zélande par Madame Marie-Hélène Dumas dans ce livre que je vous montrerai juste après, Vers l'autre été, édité aux éditions Joël Losfeld. Alors, oui, en bas de page 47. On retrouve Grèce, notre amie Grèce, l'héroïne du bouquin, profession auteur. Autrice, Grèce ébouriffa ses plumes, battit violemment des ailes, sortit furieuse sur le strand, trouva un café où elle s'assit sur un haut tabouret tournant, mangea un filet de cabillaud javelisé avec des frites entassées comme des clous jaunes, tordus, et du pain tartiné d'éponges jaunes humides. Puis elle prit le bus qui allait à la gare Saint-Pancras. La bruine glacée s'était transformée en neige. De gros flocons trop extravagants pour être distribués en ville, gros comme les pages d'un énorme journal intime. Un mois par entrée, voltigeant, dérivant, les rues pleines de gens pressés, affolés, craignant l'ensevelissement. Grèce s'éloigna du bus en courant presque et heurta un Jamaïcain immobile qui se laissait tranquillement recouvrir de neige, un journal sur la tête. Oui, pour ce qui était dans ce fragment, dans ce paragraphe du traitement du rapport espace-temps, oui, du rapport au temps, à l'espace et le mouvement aussi. On n'écrit pas ça, ce n'est pas rendu de n'importe quelle manière, hein, et je ne dis pas ça pour vous décourager, mais oui, je pense qu'ici on a fait le tour. Et j'aurai l'occasion de revenir sur certains, de développer d'une autre manière certains de ces points avec vous si vous êtes partant. Le livre de Janet. Très très belle couverture. Ah oui, alors là, vous savez, moi, il y a un certain type de volatile que j'aime, hein, et vous entendrez ça en fin de numéro, en texte de clôture. On refermera avec un dernier fragment de notre amie Janet. C'est qu'elle, hein, on parlait tout à l'heure des toubibs. Ceci n'est pas une attaque à l'adresse des thérapeutes, hein, mais je vous dis, réfléchissez, même si on vous fait cette proposition sur ce que vous allez être amené à faire pour ne pas vous mettre certaines idées en tête dans l'hypothèse où, voilà, vous n'auriez jamais mis les pieds d'aucune manière dans cette sphère, hein, des lettres au sens le plus large. On se comprend, hein. Encore une fois, c'est dans l'espoir de pouvoir, le cas échéant, vous aider, vous dépanner, vous épargner, je crois que vous l'avez compris, de ce qui peut s'avérer des fois de gros déboires. Alors, Janet Frame, son toubib, il lui avait pas proposé d'écrire, hein. Ça, elle l'a fait après, dans un premier temps. Ils ont voulu, là-bas, en Nouvelle-Zélande, ils ont voulu la lobotomiser. Et c'est grâce à ce qu'elle avait écrit, et on s'est rendu compte de ce qu'elle pondait comme texte, et là, ça lui a été épargné. Oui, d'un cheveu. Janet Frame, de plus en plus considérée comme ayant été l'une des plus grandes autrices d'expression anglo-saxonne du XXe siècle, ayant frôlé, pour certains, ça ne voudra peut-être pas dire grand-chose, mais il y en eut, pour ne citer qu'Anatole France, puisqu'on lui rendait hommage en cette année du centenaire dans les prix Nobel, il y en eut tout de même de plus que valeureux. Alors, plusieurs fois aussi, à ce qu'on m'a rapporté, ça s'est joué d'un cheveu, et je vous montre le bouquin avec le superbe volatile.
vers l'autre été originaire de son héroïne, comme elle, originaire, pardonnez-moi, de Nouvelle-Zélande, a fait le choix d'émigrer, a préféré, au vu de son vécu, de ses expériences, mais vous irez lire si ça vous dit, hein, c'est très très bien. Et puis, si ça vous plaît, vous pourrez attaquer en 3 tomes, chez la même éditrice. Il y a en 3 volumes son autobiographie complète et vous trouverez encore disponible tout ça, c'est disponible en format de poche, d'autres ouvrages où elle revient sur, plus en détail sur certaines des expériences de sa vie, sur ses 8 années passées en résidence psychiatrique, Janet. Janet Frame, dans l'hypothèse où vous, ici, vous n'auriez jamais entendu parler de cette grande dame des lettres, des antipodes, les antipodes de notre petit royaume. Oui, notre instituteur nous disait, mais je n'ai jamais tenté le coup dans le jardin. Si vous faites un trou, vous allez au bout d'un moment vous retrouver en Nouvelle-Zélande. Oui, pour nous apprendre la définition des antipodes. Retour à Janet en fin de numéro. Et maintenant, puisque je vous ai parlé, nous l'avons cité, notre amie Chloé Delhomme. Elle en a sorti un bouquin cette année, il y a quelques semaines, et en format de poche, directement chez Point. Et ça s'appelle Fallers. Un livre de Chloé Delhomme ne se présente pas, ça se lit. Allez y voir, si encore une fois tenté. Attirer un livre de Chloé Delhomme, ça ne se présente pas, ça se lit, on n'apprécie pas, on rentre dedans. Hein, à vous d'aller voir. Ça s'appelle Fallers. Je dirais simplement, mais non, n'allons pas plus loin, d'autant que ça risquerait de vous donner de vilains a priori sur les motivations de, de notre amie, qui est tout de même l'une de nos dernières grandes autrices sur le plan stylistique, l'une de nos dernières grandes autrices d'expression française. Alors son bouquin, oui, c'est Fallers. Le titre est en anglais. On fait la connaissance d'un petit groupe de personnes et elles se sont découvert un don bien singulier, mais je n'en dis pas davantage. Non, je veux pas vous refiler de vilains a priori, certainement pas. Hein. Et avant de passer à l'histoire, vous ne l'avez jamais vu. Le bouquin de l'Écossais. On va un petit peu du côté. Notre marchand de livres, c'est un libraire écossais, un libraire du côté des Highlands, hein, de là où. Oui, comme Christophe Lambert. Vous voyez, hein, il y en a d'autres qui savent imiter peut-être moins bien le rire de Christophe Lambert dans Highlander, plutôt Highlander 2, quand il s'envolait dans les étoiles. Oui, Christophe Lambert, vous irez voir, si ça ne vous dit rien, l'histoire de l'envol dans les étoiles. Eh bien, notre libraire écossais avait, il avait mis à profit la période du Covid. Il y en a plein, hein, qui se sont découverts une vocation à cette époque-là. Mais bon, laissons. Lui, je pense que dans l'absolu, il avait bien fait, hein, car il est franchement génial. Son petit traité, ça s'appelle comme ça, son petit traité du lecteur. Un libraire, sous-titre, un libraire raconte ce que le vôtre pense peut-être tout bas. Et l'un de ses objectifs à notre homme des Highlands, c'était très mal dit encore, hein, et à notre homme là-bas du côté des Highlands d'Écosse, eh bien, c'était. Peut-être allez-vous, vous aussi, vous allez vous reconnaître ou non dans l'un des profils qu'il dresse, qu'il a regroupé de ses lecteurs, de ses habitués. Et pas seulement. Voilà, franchement génial, le petit traité du lecteur.
Et là, c'est aux éditions Autrement. Je n'ai pas de sponsor, mais c'est rare. Franchement, pour trouver un bouquin qui loupe son coup, où on a envie de faire quand c'est fini, pour en trouver un comme ça avec les éditions Autrement, franchement, il faut y aller. L'histoire. Je viens de faire allusion à, pour histoire, celui de ce don singulier que la petite bande dans le bouquin de Chloé, ils ont découvert. Oui, ce don qu'ils possèdent, je ne sais pas ce que je dois dire à mon sujet. Avant-hier au soir, je me disais, tiens, le jour, en matière d'histoire, le jour où on va ressortir en... Je m'étais rendu compte que, oui, je ne l'avais plus. Je l'ai lu il y a un quart de siècle aussi. Le Frédéric II de Pierre Gaxotte, je m'étais dit avant-hier soir, le jour où on va le ressortir en poche, celui-là, ce sera pour moi. Le lendemain, je me rends chez mon libraire. Qu'est-ce que je vois au rayon histoire en nouveauté en premier? Fritz, oui, le vieux Fritz, qui n'est pas encore exceptionnellement âgé sur ce portrait, sur cette couverture, le Frédéric II, le grand roi de Prusse, de Pierre Gaxotte, de l'Académie française. Oui, bon, laissons-la. Oui, demain, je pense que ça aussi, on peut laisser sur le côté. L'histoire de cette histoire de divination, non, je pense que le terme est très exagéré à mon sujet, mais une fois encore, ça s'est passé de la sorte. Pierre Gaxotte a écrit son bouquin, vous irez au besoin vous renseigner sur son parcours, sur le contexte politique, idéologique, intellectuel dans lequel il lui a été donné le long de sa longue carrière d'évoluer à Pierre Gaxotte, mais on va tout de même mettre le projecteur sur l'époque de la parution de la première version, du premier tirage de son Frédéric II en 1938. Alors là, ça faisait un an qu'il avait pris la décision de se retirer du poste, de son poste de rédac-chef de Je suis partout, pour céder la place à Robert Brasillac. Et, oui, il avait pris ses distances avec la F, ce qui n'allait pas l'empêcher d'écrire des choses tout de même des fois bien désagréables, bien irritantes, trash pour ne dire que ça. Mais allez vous renseigner. Et pour ce qui est de braquer le projecteur, dans ce contexte de 1938, par rapport à ce qui est en train on ne va pas dire se mettre en place, qui s'est déjà mis en place, de ce qui est en train de se développer chez nos voisins allemands, Pierre Gaxotte, ben, à ce moment-là, il estime qu'il y a moins, observe-t-il, il observe il y aurait moins, selon lui, de différence alors, nettement moins de différence entre l'Allemagne hitlérienne et la Russie bolchevique, moins de différence entre ces deux-là qu'entre la Russie bolchevique et la monarchie britannique. Et voilà, Allemagne, URSS, et il estime que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un processus il parle bien, oui, de processus de socialisation qui, dans cette Allemagne qui aurait disposé de 4 siècles d'avance sur la Russie arriérée, on aurait pu dès lors, on aurait assisté, selon lui, il faudrait parler d'un processus de socialisation d'un degré nettement supérieur. Alors là, oui, franchement, supérieur, ça il tient bien à le préciser, à l'indiquer, nettement supérieur, mais il insiste, il faut parler de socialisation, et il clôture par ceci. Si j'en ai d'autres comme ça à vous sortir aujourd'hui, je pense que ce sera la dernière, il clôture. Oui, il écrit ça dans son journal à lui, dans Candide. Oui, Candide, qui était produit par les mêmes, que Je suis partout, par Fayard aussi, qui restera sa maison d'édition jusqu'au bout. Et c'est là que son Frédéric II sort
en 1938. Réédition L'année de ma naissance de votre Fred à vous, funeste en 1972. Tout ça pour dire que, oui, il écrit dans Je n'en aurai pas d'autres comme ça à vous sortir aujourd'hui, et il est même catégorique. Selon lui, Hitler est, est nettement plus anti-libéral et anti-capitaliste que les bolcheviks. Hmm. Le Frédéric II de Gaxote vous aurez compris sur ce que si j'ai éprouvé l'envie pour ma collection déjà de le racheter, ce sera moins pour l'arrière-fond, l'arrière-fond doctrinal que sur le plan informatif, histoire de me rafraîchir un peu ma mémoire du XVIIIe siècle, ici, me rafraîchir pour mon XVIIIe siècle allemand. Hein, sur le plan informatif, davantage sur ce plan-là, et pour la qualité de rédaction, là, jugez-en, hein, on avait le sens du titre en ce temps-là, pour agencer ces ouvrages d'histoire. Allez, je vous les lis en vrac, les titres de chapitres, comme il n'y en a pas des masses. Les titres du Frédéric II, les chapitres du Fred, deuxième du nom de Gaxote. Le père et le fils, le déserteur, année d'apprentissage, la République de Rheinsberg, le triomphe de la volonté, l'appel de la guerre et de la gloire, les deux guerres de Silésie, sans souci, Frédéricus Rex, toute la boutique s'en va au diable, entre guillemets, toute la boutique s'en va au diable. Ah, c'est pas du beau titre, ça. Stylistique, Frédéric Épicier et Conquérant. Encore mieux, Frédéric Épicier et Conquérant, le vieux Fritz, naturellement, pour dernier chapitre. Vous avez vu la couverture déjà, et c'est la dernière nouveauté en date chez nos amis de chez Texto. Le problème, quand je fais ça, c'est toujours le même problème. Personne ne sera content. Oui, j'imagine, personne n'est content. D'un côté, on va m'en vouloir d'avoir me présenté une fois de plus un auteur, un historien proche de la droite dure, de ce qu'on voit comme la droite extrême. Et d'un autre côté, on ne sera pas content non plus parce que je ne m'en serais pas fait l'apologète. Vous avez saisi. Alors, personne n'est content, et peut-être que ça va en calmer quelques-uns si je fais ceci maintenant, si je vous montre le suivant. Et un livre, oui, si je vous montre un livre qui a été traduit d'un historien de l'ancienne Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est. Walter Markov. Markov, il avait un Allemand originaire de, comment ça s'appelle, la capitale, c'est Ljubljana, si je ne dis pas, corrigez-moi au besoin, hein. Je vous ai dit aujourd'hui, bon, je n'ai pas pris de substance, rien de tout ça, hein, rien de suspect, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Originaire de Slovénie, un Allemand qui anti-nazi, emprisonné durant, pour ainsi dire, toute l'époque du Troisième Reich. Il s'installe en République démocratique allemande où il travaille en tant qu'historien. Et ce livre, bravo déjà à la traductrice que vous connaissez, dont vous avez probablement déjà entendu parler si vous êtes friand d'ouvrages traitant de ce contexte en matière d'histoire politique. Alors, de qui nous a-t-il raconté, lui, de qui il nous a, pas Frédéric II, et de qui, lui, alors, il nous avait raconté l'existence, de qui il nous avait rédigé la bio. Si je vous dis je ne suis pas Julien Lepers, oh non, ça risque pas, mais si je vous dis je suis un prêtre, je suis un prêtre originaire des Charentes, rouge comme prêtre, un prêtre rouge, même très rouge. Je me suicide, je fais le choix de me suicider, je me poignarde dans ma cellule, persuadé qu'à la guillotine, je vais y passer en février 1794. Je suis Jacques Roux. Oui, Jacques Roux, le prêtre rouge.
Le prêtre rouge, le curé rouge, pour un livre qui nous raconte l'histoire d'un curé, ça a été un calvaire. La traduction dans notre langue par Stéphanie Rosa. Ah oui. Pour la vie d'un prêtre à l'origine de confession catholique, ce qu'elle a fait, Stéphanie Rosa, oui, bon, pardon, redevenons sérieux. C'est que notre Walter, il écrivait dans un allemand impossible, même nous rapporte-t-on dans le texte de présentation, même pour les germanophiles, les germanolâtres en matière de lettres, les plus futés. Et en plus de ça, il s'était mis dans l'idée, à partir d'un moment, d'écrire dans le style romanesque à la Stefan Zweig, qui devait être son idole, oui, de suivre les traces d'un Stefan Zweig. Parce qu'estimait-il, Stefan Zweig, lui, il y arrivait, mais n'est pas Stefan Zweig, de même n'est pas Marcel qui veut, hein, si vous m'avez suivi. Ça n'avait pas, manifestement, pas très bien fonctionné dans son allemand très très difficile. Un véritable calvaire, je vous dis, à traduire dans notre langue et très difficile déjà à comprendre dans la langue d'origine. C'est pour dire, oui, il estimait que, comme Stefan Zweig, ce n'était pas plus mal, et on est bien d'accord, hein, dans l'absolu, pour un historien, si on peut de temps en temps procurer un certain plaisir de lecteur au sien, hein, à son lecteur, alors pourquoi pas, mais je ne suis pas, oui, on doutera de ce que le résultat n'aura pas été des plus concluants pour notre camarade Walter Markov. Traduction, je l'ai dit, de Stéphanie Rosa, avec un appareil critique de Jean Nouma Ducange et Claude Guillon. Très très bien. Et vous aviez aussi, et comme ça vous avez l'avis, hein, et je m'empresse, oui, de préciser que la traduction impeccable de Stéphanie, elle est d'une parfaite lisibilité pour sa part, hein. Même si ça réclame une certaine motivation dans l'ensemble. Et pour ce qui est d'avoir et la vie et l'œuvre, si vous avez toujours le matériel pour, c'était en 2016, hein, j'avais noté. Oui, je l'ai acheté le 3 novembre, vous saurez tout, je l'ai acheté le 3 novembre 2017, un peu plus tard. Il y avait aussi un CD-ROM avec, s'il vous plaît, l'intégralité, toute l'œuvre écrite de notre curé rouge, les discours, les articles, tout. Voilà, tout ce qu'on a pu rassembler en matière de documents écrits, de ce curé rouge, et ce qui avait donné l'envie d'écrire sa vie. Ce qui lui avait à Walter, Karl Marx avait fait allusion à notre curé rouge dans son œuvre, et si vous lisez le texte de présentation, euh, vous verrez, vous comprendrez mieux les raisons qui auront fait que dans la configuration intellectuelle du Parti communiste français jusqu'à une époque, pour sûr, on a préféré traiter davantage dans cette branche historique du jacobinisme robespierriste, pardon, de notre curé rouge, apparenté pour sa part au courant dit des enragés. Et vous verrez que dans ce texte de présentation, l'œuvre et l'action de notre curé, dans l'ensemble, elle aurait, je pense bien aussi, davantage renvoyé plutôt, oui, elle aurait plutôt renvoyé, mais nous restons sérieux, hein. J'entends prononcer le terme ici avec une certaine contenance. Ça renvoie davantage au champ qu'on désigne comme gauchiste, ou de ce qui a pu, à partir d'une époque, être proposé dans le champ de l'extrême gauche internationale, hein. Il était davantage proche de ça, notre curé. Et
un très bel acte éditorial de Libertalia de 2017. On est arrivé au bout. Si c'est pas trop mal, dans l'ensemble, on le poste comme ça. Merci de votre endurance. Il n'est pas même interdit, si c'est la première fois, ou pas même, hein, même si ce n'est pas la première fois, vous abonner, mettre un pouce, on ne court pas après. Mais bon, le texte de clôture de Vers l'autre été de Janet Frem aux éditions Joël Losfeld. Et le temps de souffler un petit peu, nous retrouvons une dernière fois ce fragment du parcours de notre romancière anglo-saxonne, de son double. C'est l'un des premiers ouvrages qu'elle a écrit. Elle avait, avant de se traiter elle-même, autobiographiquement, elle avait eu recours à l'intermédiaire de son double Grèce. Alors, comment te sens-tu? Se demanda-t-elle Grèce. N'ayant plus peur, goûtant presque la cocasserie de la situation. Ça va, répondit-elle. Pas tellement différente, seulement soulagée de le savoir enfin. Mais ce sera maintenant une solitude plus grande que jamais. Et il y a la pensée qu'après m'être découverte oiseau, plus rien ne m'arrêtera. Je pourrais changer d'espèce encore et encore, jusqu'où, je ne sais pas, mais de plus en plus loin du monde humain. Elle enfonça son visage dans l'oreiller, elle essaya de trouver des explications parmi les lumières colorées qui fusaient de l'arrière de ses yeux, parmi les raies rouges et jaunes, les arbres bruns, le soleil qui se déplaçait dans le coin le plus à l'ouest au bout d'une ficelle pourpre. Pourquoi un oiseau migrateur? Pourquoi un oiseau? Sans doute parce que j'ai voyagé depuis l'autre côté du monde. Peut-être ai-je le mal du pays, ne m'en suis-je pas aperçu? Ai-je le mal du pays? Euh, il y a si longtemps que je n'ai pas pensé à ma patrie. Ma patrie et mon peuple, c'est ainsi que l'on dit, comme une prière, le genre de prière qui murmure je possède plutôt que je veux, un arrangement congratulatoire entre moi et Dieu. J'ai essayé d'oublier ma patrie et mon peuple. Quand les magazines arrivent, je les jette sans les ouvrir au fond de la penderie. Mais je lis les lettres. Tu te souviens de Willy Flout? Tu sais, Willy Flout qui tournait autour de Mary McIntosh. Eh bien, il est mort. Willy Flout, aux yeux ensoleillés. Mary McIntosh, la poufiasse prétentieuse de la poste préposée au permis de conduire. Non, je ne me souviens pas d'eux, je m'endors, bercé, engourdi, au moins je n'écrirai ni poème, ni nouvelle qui commence par «Dans mon pays». Ce sont pleins de nostalgie pour, entre guillemets, les branches qui frémissent de l'autre côté de la lune ou à Oamaura, Timura, Wainakarua. Non, cette façon de penser et de rêver n'est pas pour moi. Je suis un oiseau migrateur, cigogne, hirondelle, rossignol, coucou, puffin, fuligineux. Tu te rappelles qu'ils vivent dans des terriers? On les attrape dans le sud et on se retrouve la bouche et le visage couverts de graisse marron foncé. C'est comme manger de la terre transformée en chair et en gras. Et ensuite, on se sent si lourd qu'on a l'impression de sombrer dans une tombe de pâté grasse, profonde, chaude comme un terrier d'oiseaux. Mouton. Voilà, je l'ai dit. Oiseau mouton. Non, puffin, fuligineux. Merci à vous.